Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur l'émission Patrick Vaquier. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors, je travaille dans un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et j'ai un rôle. Alors, c'est pas un métier très connu, on n'est pas très nombreux à faire ça en France. Ça s'appelle chargé de procédure. Et le but, c'est d'organiser effectivement le groupe et en l'occurrence, c'est le groupe majoritaire, donc organiser de façon à être sûr d'avoir la majorité en hémicycle et aussi également d'organiser des commissions. Donc, je m'occupe de 2 commissions, développement durable et affaires économiques. Et en gros, voilà, c'est un métier très intéressant avec beaucoup d'adrénaline, donc c'est assez sympa. Oui, et puis et certainement très prenant aussi. Ah oui, aussi très prenant parce qu'il nous arrive régulièrement de faire des séances dans l'hémicycle jusqu'à minuit. Je dois avoir un record à 6h du matin. Ah bah ouais. Et du coup, tu prends des trucs pour ça, pour tenir quand c'est aussi long? Oh non, du café. Du café? Ah ouais, vous carburez au café Je tourne beaucoup de café. à l'Assemblée nationale. Ok. Bon, c'est super, on va pouvoir un peu explorer un peu la dimension mentale que tu peux mettre à profit et utiliser dans ton métier du moment. Et tu nous expliqueras un petit peu comment tu as fait pour pouvoir en tout cas accéder jusqu'à ce métier-là qui est assez rare et que je connaissais pas du tout. Mais il y a autre chose aussi, tu es auteur d'un livre aussi. Ouais. J'ai publié un livre, un roman qui s'appelle donc L'ombre et les lumières aux éditions Vérone. Et en fait, l'idée était double. D'abord, écrire sur le burn-out, puisque j'ai connu le burn-out. Et donc, en fait, de suivre un personnage afin de voir quelles sont les différentes étapes qui le conduisent à ce craquage, entre guillemets, qui est dangereux parce qu'il peut entraîner des maladies, dépression, le corps qui lâche, des fractures de fatigue aussi. J'ai des amis à qui c'est arrivé. Et le deuxième objectif, donc oui, juste pour finir sur le burn-out, l'idée c'était de fournir une espèce d'outil entre guillemets, non pas pour faire des injonctions aux gens pour comment vous devez éviter le burn-out, mais pour qu'ils voient un parcours et qu'ils essayent de voir si eux risquent de tomber, de tomber dans chaque étape pour essayer de s'arrêter à temps. Sachant que toute situation de burn-out est différente, mais là, ça donne un exemple. Si ça peut aider, c'était vraiment un de mes objectifs. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'était un peu le travail de ces petites mains qui travaillent en coulisses et qu'on ne connaît pas du tout parce qu'on parle souvent que du politique et de la communication. Et donc, tout ce qui est juriste, financier, etc., on ne connaît pas forcément. Donc, j'ai recueilli des anecdotes de salariés de partis politiques pour essayer de montrer ce qui se passe dans ces coulisses. Et du coup, ouais, c'était donc à la fois le burn-out pour essayer de faire de la prévention entre guillemets et ça pour les petites mains pour montrer, pour apprendre quelque chose de plus sur le monde politique qu'on ne connaît pas forcément. Ah oui, parce que du coup, à part voir les hommes politiques qui se déchirent dans l'hémicycle en ce moment,
On voit pas vraiment comme tu dis, les petites fourmis qui s'attellent aussi et pour la bonne organisation, en tout cas de la politique en France, quoi. Parce que du coup, enfin voilà, on voit les hommes politiques, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et comme tu Ouais. disais, oui, on voit un peu aussi la communication, ouais, parce que du coup, la communication est importante, on le voit bien. Mm. On le voit bien. Bon, ben super. Super, super. Bah écoute, on va commencer tout de suite par le fameux petit portrait chinois, couplé un peu avec un questionnaire de Proust pour pouvoir un peu mettre un peu du relief sur toi, sur ta personnalité. Ensuite, on reviendra sur ton parcours, comment tu as fait pour du coup arriver à ce métier-là, et on Oui. explorera la dimension mentale et quels sont les outils que tu utilises pour travailler sur toi et ou comment dire des outils que tu utilises dans ton travail ou dans ta vie de tous les jours. D'accord. Allez, on y va. Si t'es OK pour le petit portrait chinois. Alors, si tu devais choisir une couleur, Patrick, quelle couleur Euh, choisirais-tu et pourquoi? alors, ça serait le vert, voire vert émeraude, parce que je suis très attaché à l'Irlande et que pour moi, c'est la couleur qui parle d'Irlande. Ouais, l'Irlande, c'est un magnifique pays, ça. Il y a quelques années, c'était en 2006 ou 2007, j'ai fait le tour de l'Irlande. Ah, oui. Et, ouais, et du coup, j'avais loué une petite voiture, une voiture et tout, et ben, j'allais de ville en ville et de bed and breakfast en bed and breakfast. Et franchement, c'est vraiment un pays hyper accueillant et avec des magnifiques paysages. Voilà. J'ai fait la même chose avec l'Écosse. C'était incroyable. Ah oui, ça, il faudra que je fasse aussi. C'est Ouais, vrai. ouais. Les deux, vraiment génial. Bon, après, il pleut. Oui, Il mais ça, pleut. moi, ça ne me gêne pas. Je suis pas très soleil, pour être franc. Ah ouais. Ok. Alors, le moment de la journée que tu préfères? Le soir, voire la nuit. Je ne suis pas du tout du matin. Et comme me disait un médecin qui était d'origine italienne, je suis plutôt vespéral. J'avais trouvé cette expression très jolie. Ok. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, lequel tu choisirais? Alors ça, qu'est-ce que c'est difficile? C'est toujours les questions très très difficiles, je trouve. Et si je devais en choisir un, et je ne vais pas y arriver, donc je vais en dire deux, ça serait La promesse de l'aube de Romain Gary, qui montre vraiment un parcours qui part de loin et qui arrive très loin aussi, mais sur les opposés, donc qui part de bas et qui arrive très haut. C'est une très belle histoire, puis c'est magnifiquement écrit. Et l'autre, ça serait Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai lus sur le discours amoureux. Et ayant un petit côté, ayant un petit côté poète, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ouais, d'ailleurs, pour le premier livre, c'est aussi un film. Ouais. Il a été aussi mis en film et Et alors, je suis pas très cinéma français, mais je l'ai trouvé pas mal l'adaptation. ouais, Vraiment. c'est un très beau film. Si tu devais choisir une citation qui te correspond, tu choisirais laquelle? Ah, une citation, je dirais. Alors, il y en a deux. Pour le côté motivation mentale, ça serait une citation de Goethe qui est L'homme a construit ses plus grandes victoires. Oh merde, je l'ai plus. Ah, c'est ballot ça. Euh... Ah, chut, je me la suis pas notée en plus. Bon, bah, elle va me revenir. L'autre, ça serait une citation plutôt amusante, enfin, qui me fait rire, de Cioran, qui est, euh, qui est Il est des gens si bêtes que si une idée apparaissait à la surface de leur cervelle, elle se suiciderait terrifiée de solitude. Ça me fait Elle beaucoup rire. Je la connais pas, ça. Elle est excellente. Elle Ouais. est excellente. Ok, si la première te revient, bah, tu nous la donneras, il n'y a pas de problème. Ah si, je l'ai retrouvé. Ce n'est qu'au bout des pires calvaires que l'homme a dressé les pierres blanches de ses plus belles réussites. Ah oui, bah, Je crois que c'est quelque chose à peu près comme ça. Ouais. parle de la Ouais, notion de il y a un côté motivation qui me plaît bien. oui, il y a un côté résilience aussi. Exactement. Et j'ai envie de dire même persévérance. Mm. Si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu?
C'est marrant parce que ça, c'est un truc qu'on demande parfois en entretien et je sais jamais quoi répondre. Ça dépend. Après, effectivement, ça dépend du contexte. Si on me demande en entretien, je dirais l'esprit d'équipe parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Comme je le dis souvent pour, mi-sérieux, mi-taquin, si on me demande ce que j'ai fait dans un métier, je me souviendrai plus facilement de avec qui je l'ai fait que ce que j'ai fait fondamentalement. C'est quelque chose qui est très important pour moi, l'esprit d'équipe. Après, si je devais dire quelque chose de plus général, je dirais que c'est l'empathie. Ce serait quoi ton principal trait de caractère? Principal trait de caractère, alors c'est quelque chose qui m'aide pas tous les jours, qui est parfois assez difficile, parce qu'on se fait arnaquer, c'est la gentillesse. Ah oui, mais c'est important de la gentillesse, je trouve. On parle beaucoup de bienveillance à toutes les sauces. Ouais, c'est pour ça que je préfère dire gentillesse, parce que le mot bienveillance. Et, ouais. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose à cultiver et à enseigner la gentillesse. C'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Ouais, dans un monde où les gens ont des canines qui poussent. Si tu devais choisir un podcast ou plusieurs podcasts que tu aimes écouter, tu choisirais lesquels? Alors, j'avoue que j'écoute pas beaucoup de podcasts, hormis le tien que j'ai découvert récemment et dont tu m'as parlé, que je trouve très intéressant. Il y a un podcast, oui, parce que je suis très intéressé par tout ce qui touche à l'amour, et qui s'appelle Le cœur sur la table, de Victoire Tuaillon, si je ne me trompe pas, et que je trouve très intéressant parce qu'il est très ouvert, il parle d'énormément de choses, il ne se concentre pas que sur une vision normée socialement, et je trouve ça très intéressant. Tu devais incarner au cinéma un philosophe. Tu choisirais quel philosophe? Et ben, je dirais celui que je t'ai cité tout à l'heure, Émile Cioran, parce que je le trouve passionnant. Juste pour la petite anecdote, c'est quelqu'un qui n'a fait que parler de la détresse de sa vie et du suicide, et qui est mort à 87 ans, je crois, de sa belle mort. Donc c'est quelqu'un d'assez paradoxal et qui fait une philosophie qui est relativement basique, mais en tout cas qui est très poétique. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est quoi ta région préférée? La Bretagne, clairement, sans hésiter. Et pourquoi la Bretagne? D'abord pour le microclimat, je suis vraiment pas soleil et grosse chaleur. Et ensuite parce que la Bretagne a une histoire qui m'intéresse beaucoup. Et puis, en plus, il y a le petit rapprochement avec l'Irlande, puisque ça reste une terre celte. Donc, c'est cet ensemble de choses qui fait que j'aime beaucoup la culture bretonne, la cuisine bretonne aussi. Et oui, j'aime beaucoup. On y va régulièrement en vacances avec des amis chaque année. Bon, je vais quand même te poser la dernière question que je voulais te poser. Un pays où tu pourrais vivre? Je connais déjà la réponse, peut-être. Si c'est l'Irlande, a priori. Ok, l'Irlande. Mais c'est vrai que c'est vraiment alors, je veux pas faire la pub de l'Irlande, mais en tout cas, c'est vraiment un super pays à aller découvrir. C'est vraiment dépaysant, quoi. C'est vert, c'est dépaysant, ouais, ça vaut vraiment le coup. Bon, après, il y a des grandes villes, je veux dire, découvrir Belgrade aussi, non, pas Belgrade. Prague. J'avais fait Prague. Ah non, la ville qui est en Irlande, là. Mais il y a des graffitis de partout. Mince, j'ai oublié le nom. Belfast. Belfast, voilà. Et c'est aussi impressionnant de visiter Belfast. Il y a une histoire derrière cette ville assez incroyable. C'est exactement ça, ce que j'aime beaucoup en Irlande aussi, c'est qu'il y a 3 parties en fait. On peut faire tout le sud et l'ouest pour le côté nature avec des très beaux paysages. Dublin si on veut faire la fête, qui est beaucoup plus jeune et universitaire. Puis pour l'histoire, effectivement, il y a toute l'Irlande du Nord, notamment Belfast et Derry. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce pays. Ouais, c'est clair. Donc voilà, si vous ne savez pas où aller cet été, allez. Ok, allez, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu peux nous dire un petit peu comment on fait pour arriver au métier que tu exerces actuellement? Alors, moi déjà, que ce soit par les études ou les emplois, je n'ai travaillé que dans la politique. Je n'ai fait que de la politique. J'ai 2 masters en sciences politiques, un de recherche en sociologie politique où je voulais absolument faire un mémoire. Je laisse deviner sur quoi, savoir sur l'histoire irlandaise. Et j'ai fait un 2e master là professionnel en travail politique et parlementaire. Clairement, ça a été les 2 meilleures années de ma vie, on va pas se mentir.
ça m'a passionné. Ensuite, j'ai commencé en stage dans un cabinet de lobbying qui m'a recruté ensuite. Donc ça pendant 2 ans et demi à peu près, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai pris un petit peu de recul pour me marier aussi. Donc ça m'a fait un peu une petite coupure. Puis j'ai rencontré une amie de ma femme qui est devenue une très bonne amie aussi et qui travaillait dans un petit parti qui naissait pour accompagner un candidat à la présidentielle, et donc qui s'appelait à l'époque En Marche. Et elle m'a demandé de venir l'aider, alors d'abord en bénévole, sur les sujets de financement de la vie politique, parce qu'elle devait s'occuper d'énormément de choses et que ça, elle connaissait moins, et que du coup, si je pouvais lui donner un coup de main, elle était très preneuse. Et moi, j'avais travaillé, en fait, j'avais fait plusieurs missions dans une commission qui surveille ces choses-là, donc ça m'intéressait, c'est une matière qui m'intéressait énormément, et puis du coup, faire de la pratique, c'était aussi quelque chose qui me plaisait, donc j'ai aidé là-dessus. Comme ça s'est bien passé, après on m'a recruté pour accompagner toutes les législatives. Donc il y en avait 450, un truc comme ça sur les 580, sur les 577. Du coup, ça a été un gros boulot. J'ai dû former une équipe de 14 bénévoles que j'ai accompagné ensuite, que j'ai dirigé ensuite. Puis, une fois les législatives passées, on a eu des très bons résultats parce que vraiment, on était très... en tout cas, moi, j'étais... non, on était très... Tous les supports, en fait, étaient très axés sur le fait de réussir parce que ça reste des impacts à la fois journalistiques et évidemment juridiques et financiers. Donc, il faut faire très attention, même si ça ne plaît pas à tout le monde, parce que des fois, on coupe un peu des élans disruptifs, entre guillemets. Mais du coup, ça s'est très bien passé. C'était, moi, personnellement, ça m'a passionné aussi. Et du coup, on m'a gardé après pour m'occuper à la fois des comptes, de la législation des comptes de partis politiques qui doivent être déposés chaque année, et aussi pour accompagner dès qu'il y a des élections ou des élections partielles, etc., etc. Et j'ai fait ça jusqu'en juin 2019, si je ne me trompe pas. Et en juin 2019, j'ai été débauché pour venir à l'Assemblée nationale, donc pour faire ce métier un peu étrange, mais passionnant également, donc au groupe majoritaire. Donc c'est effectivement un parcours qui est très politique, essentiellement politique. Mais après moi j'ai fait mes études là-dedans, donc même si je suis quelqu'un qui n'est pas du tout militant, quel que soit d'ailleurs quel qu'aurait été le parti pour lequel j'aurais des affinités. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'observer et d'étudier. Il y a ce réflexe sociologique sociologue, où j'aime bien observer justement tous ces éléments et voir de l'intérieur. En fait, c'est passionnant. Comme ça, j'ai vu à la fois le lobbying, j'ai vu à la fois le parti politique, j'ai vu à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et du coup, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment intéressant, qui est passionnant. J'ai ce côté, je retourne un petit peu en études, en fait. Ça doit être hyper riche et hyper intéressant du coup de vivre ça de l'intérieur, en tout cas. Nous, on a les brives, les brives choc Bien pour sûr. un peu attirer notre attention sur ce qui se passe et éventuellement nous orienter, politiquement, mais de l'intérieur, ça doit être toute autre chose à vivre. On voit tout, en fait. On voit tout, pas seulement ce qui est choisi parce qu'en fait, oui, les médias, c'est compréhensible, n'ont pas le temps de parler de tout, et donc du coup se focalisent sur certaines choses qui vont taper l'auditoire. Et donc du coup, c'est souvent très résumé, mais voilà. Ah ouais, c'est sûr, je pense pas qu'il reste jusqu'à 6 heures du matin pour écouter les débats. Effectivement, je ne pense pas. Encore qu'il y en a qui le font, j'en connais. Ah ouais, incroyable. Ouais, ça doit être des vrais passionnés alors. C'est surtout qu'ils ne travaillent que sur le travail de l'Assemblée nationale. Donc, ouais, du coup. Ok, super. Du coup, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il t'inspire quoi ton parcours? M'inspire quoi? En fait, c'est quelque chose de compliqué parce que je ne sais pas si tu as déjà eu dans ton podcast des gens
qui sont diagnostiqués hypersensibles. Moi, c'est mon cas. Et du coup, c'est vrai que ce qui va souvent avec, c'est une espèce de syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, on travaille, on fait bien son travail, mais on a toujours l'impression de ne pas être au niveau. Donc, du coup, moi, comme j'essaye de me battre contre ça, je dirais que mon parcours m'inspire surtout une certaine abnégation. Parce qu'en fait, non seulement il y a la difficulté du travail qui existe pour tout le monde, hein, mais en plus, je dois me battre contre moi-même. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de... faut s'accrocher, mais du coup, ça permet d'avoir aussi des belles réussites et surtout, en fait, des réussites différentes parce que quand on est satisfait, en fait, de quelque chose qu'on a fait, bah, la satisfaction, en fait, est décuplée parce qu'on a l'impression vraiment de s'être battu avec soi-même. Donc c'est quelque chose qui est assez gratifiant, même si la plupart du temps, ça peut être un peu handicapant, même si ça n'handicape pas le boulot, mais ça handicape un peu le mental. C'est surtout ça, en fait. Tu parles de satisfaction. Si tu devais en retenir une, ce serait laquelle, la plus grande? Plus grande, c'est d'avoir réussi à mettre en place, puisque le parti n'existait pas initialement, c'est d'avoir mis en place justement tout ce suivi juridique avec mes collègues, directrices financières, directrices juridiques, d'avoir réussi en fait à nous trois à avoir mis en place quelque chose qui protégeait l'ensemble de la structure et parfois contre vents et marées parce qu'effectivement c'est quelque chose où il faut être très pédagogique déjà parce que c'est une matière que les gens ne connaissent pas forcément, en fait que les gens ne connaissent pas du tout pour être franc et donc du coup il faut savoir l'expliquer et savoir expliquer aussi pourquoi des fois on doit mettre des stops sur des choses qu'ils aimeraient bien faire. Donc du coup, essayer d'être un peu, vraiment c'est ça, pédagogique. Et du coup, je dirais que ma plus grande satisfaction, c'est qu'on ait réussi à faire ça en fait. C'est que j'ai réussi à faire ça avec elle. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle fait écho à ton parcours? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, oui, parce que en fait, on m'a donné des responsabilités importantes. Comme me disait un de mes anciens N plus 1, en fait, quand je dis vert, tout le monde fonce. Il fallait que je back tout ce que je disais. Il fallait vraiment que j'arrive à assurer et à être sûr, en fait, quand je donnais un feu vert, parce que tout le monde s'y engouffrait, en fait. Les gens n'attendaient que ça. Ils attendaient un feu vert, ce que je comprends, hein, parce que d'ailleurs, je préfère ça plutôt qu'on fasse du curatif. Hein. Je préfère faire du préventif sur des sujets juridiques. Et du coup, oui, ça résonne parce que justement, l'idée est d'arriver à rendre possible des choses, et c'est assez commun d'ailleurs dans les métiers juridiques, c'est d'arriver à trouver comment justement la loi peut entendre et comment rester dans le cadre juridique pour arriver à faire des choses originales. C'est ce qu'on appelle notamment la jurisprudence, et c'est des cas particuliers qui permettent de faire évoluer le droit et qui sont des choses très intéressantes, parce que c'est ça aussi qu'on recherche pour arriver à faire ce métier. Ok, bah écoute, on en sait beaucoup sur ton parcours, sur tout ce que t'aimes et tout. On va introspecter un peu ton mental, hein. On va parler de mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, comment tu le définirais, toi? Déjà, je le définirais comme quelque chose de propre à chacun, parce qu'on n'a pas tous la même approche, j'imagine. On n'a pas tous d'ailleurs la même façon de l'entretenir. Après, moi, je le définirais comme un peu comme un outil, c'est-à-dire que c'est quelque chose, un outil ou une espèce de, alors ça va être un peu bizarre, mais un peu comme un animal de compagnie, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir, faut arriver à faire qu'il se sente bien, et faut faire attention faut faire attention à pas trop le nourrir, parce que sinon le mental trop nourri, c'est la grosse tête. Il faut faire attention à quand même le nourrir, parce que sinon on n'a plus de mental. Et donc ouais, je trouve que cette comparaison, moi en tout cas, me parle bien. C'est peut-être un peu étrange, mais en tout cas, ça me parle bien. Ok. Et si tu devais décrire pour toi une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? Alors pour moi, quelqu'un qui a un bon mental, c'est quelqu'un qui arrive à écouter ce qui lui est dit, qui arrive à en faire son miel et qui arrive à être dans
même dans les moments les plus difficiles, qui arrivent à avoir une certaine forme de conciliation, rester diplomate. Et surtout, pour moi, le mental, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mental, c'est quelqu'un qui sait ne jamais s'énerver, tout en étant pas quelqu'un d'apathique. C'est-à-dire que c'est de plus en plus dur à trouver aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent à des postes où ils pensent qu'ils doivent se faire accepter, alors qu'en fait, le travail permet de se faire accepter, les résultats permettent de se faire accepter, et qui du coup surcompense un peu avec une attitude qui peut être agressive, qui peut être, etc., etc. Et je pense qu'avoir du mental, c'est justement avoir suffisamment confiance en soi et confiance dans les autres avec qui on collabore, pour mettre en place une synergie qui soit calme et qui permette de faire des choses sans pour autant créer une pression ou un environnement qui puisse devenir toxique. Ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce qui se passe dans l'hémicycle en ce moment, quoi. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur calme et qui malheureusement, au lieu de s'exprimer clairement et de débattre sur un enjeu qui est quand même important pour l'ensemble des Français, quoi, préfèrent finalement créer la discorde et en faire le jeu des médias. Oui, c'est ça. Et puis ce qui est dommage, c'est que effectivement, même si le fond est abordé en hémicycle, ce qui est retenu, c'est la forme. Parce qu'encore une fois, d'un point de vue médiatique, et je le comprends, je comprends la logique en tout cas, c'est plus facile de vendre une forme qu'un fond. C'est-à-dire que les fonds sont souvent, le fond c'est souvent technique. On est moins sûr de passionner les gens avec, alors que pourtant je pense que ça les intéresserait, surtout sur des sujets comme ça. Et du coup, on s'attache beaucoup à la forme. Donc, de voir les esclandres, de voir les gens qui crient, de voir les gens qui utilisent des mots qui, parfois, sont très violents. Et c'est ça, je pense, qui est dommage, c'est que la forme, du coup, a pris le pas sur le fond. C'est clair, c'est clair. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu au village d'Astérix et Obélix, le petit village de Gaulois irréductibles où il y a toujours un moment dans la vie du village où ils se mettent tous sur la gueule. À un moment donné, ça part du poissonnier et le poisson part dans la tête de celui qui joue je sais pas quel instrument, et puis voilà. Ça me fait penser un peu à ça, en fait. Ouais, quelque chose. Ok. Alors, toi, mentalement, comment tu te prépares, si tu te prépares? C'est pareil, ça dépend pourquoi. Pour ce qui est d'aller en hémicycle, donc dans mon boulot, c'est principalement de me prendre un café dehors tranquillement. Si j'ai pas le temps de le faire, en fait, j'arrive un peu moins calme et zen à mon poste. Et c'est vrai que vu que moi, mon job principal, c'est d'être zen pour pas montrer qu'il y a un problème sur mon visage, c'est vrai il faut vraiment que j'ai cette étape pour être tranquille. Après, dans une autre situation, par exemple, pour aller passer un entretien, c'est d'écouter de la musique. Parce qu'en fait, moi, l'entretien, c'est un petit peu comme si je devais faire un discours. J'écris rien. J'écris 3 lignes sur un papier. Parce que si je m'attache trop à quelque chose et si j'y pense trop, entre guillemets, si je me focalise trop sur les problématiques, je sais que je vais me perdre. En fait, je vais me perdre. Donc, c'est écouter de la musique et avoir en tête, effectivement, les 2-3 points qui me semblent très importants à aborder. Après, je ne sais pas. Quand je vois que ces 2 situations-là, je ne sais pas si tu en as une autre en tête, c'est vrai que c'est pour moi les 2 situations sur lesquelles j'essaye de m'adapter comme ça. Et oui, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, mais du coup, c'est sur l'hypersensibilité. Est-ce que tu as parce que du coup, je vois ce dont tu parles, hein, très clairement. Et comment tu fais pour travailler dessus? Parce que l'hypersensibilité, ça peut venir à tout moment. Et du coup, est-ce que tu as des éléments qui te permettent d'identifier que ça va être ça on va dire l'émotion monte et il faut savoir la gérer, et du coup comment tu fais pour gérer en tout cas ces montées d'émotions? Alors c'est pas totalement des montées d'émotions. En fait, c'est lié à un autre diagnostic qui a été fait quand j'étais enfant. D'ailleurs, ça me permettra d'en dire un mot parce que je pense que c'est important pour le mental aussi. C'est le diagnostic d'HPI. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est haut potentiel intellectuel.
dont beaucoup de gens se vantent, alors que pour moi c'est une malédiction, c'est quelque chose qui est affreux parce que justement est lié à l'hypersensibilité. On peut être parfois aussi plus comment dire disposé à avoir une dépression. Et effectivement, il y a aussi ce syndrome de l'imposteur qui est souvent lié à ça. Moi, personnellement, j'y ai jamais vu d'intérêt à être HPI. Si je pouvais éviter, je le ferais. Et donc, du coup, en fait, pour ce qui est de l'hypersensibilité, elle se manifeste surtout quand il y a des problèmes autour de moi et où, du coup, je fais éponge, j'absorbe. Et c'est là qu'effectivement, il peut y avoir un impact sur les émotions. Donc, le plus difficile, c'est d'arriver à se protéger de l'extérieur, même si, en fait, le côté empathique, on n'arrive pas à le gérer totalement, mais d'arriver à se protéger. Alors, je dis pas à mettre de la distance avec les gens, parce que ça, déjà, c'est difficile, parce que moi, c'est pas dans mon état d'esprit, comme je t'ai dit, avec le travail d'équipe, qui est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Il y a aussi le même problème d'ailleurs avec l'entourage proche, les amis, la famille, etc. Et en fait, j'ai pas vraiment de solution pour essayer de m'en sortir, si ce n'est de chercher des catharsis. Alors je sais pas si c'est un moyen qui peut parler à des gens, mais sur mon application de musique, on peut donc faire des playlists. Et en fait, j'ai fait une playlist pour chaque émotion. Donc, j'ai une playlist pour la colère, j'ai une playlist pour la nostalgie, j'ai une playlist pour la mélancolie. Enfin, non, pas la mélancolie, pour la passion, l'amitié, le cœur, etc. J'en ai une pour la folie aussi. Enfin, en fait, en gros, je fais ça. J'ai des playlists qui sont, comme j'aime beaucoup la musique, j'ai des playlists qui sont en fonction de ça. Donc, il y a cette manière de faire la catharsis. Écrire aussi m'a permis de faire la catharsis. Et en fait, quand on a justement ces émotions qui s'emmagasinent, et en fait, il faut arriver à les sortir. Donc, c'est impossible, entre guillemets, de les sortir tous les jours parce qu'au travail, c'est quelque chose on est encore dans une certaine norme sociale. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Alors, en France, je pense qu'il y a d'autres pays où c'est le cas. Il y a des pays où c'est beaucoup plus accepté d'être soi-même, entre guillemets. Mais on est obligé de contenir. Et si on ne veut pas exploser, c'est de sortir. Donc, faire de la catharsis. Faire une catharsis, alors par la musique, par l'écriture, par la peinture. Je fais aussi de la peinture à un moment. Et arriver à sortir ça à un moment où on est tranquille pour justement essayer de s'apaiser et d'être beaucoup plus zen dans les milieux où on doit justement rester zen. Ok. Ouais, c'est intéressant en fait d'avoir des différentes playlists en fonction de ce dont tu as besoin. Enfin, en tout cas, il y a plein d'outils qui sont à ta disposition en tout cas pour venir t'aider quand tu en as besoin en fait. Après, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on peut avoir chacun ses propres outils en fait pour en tout cas pour ses besoins en lien avec ce qu'on peut ressentir dans un moment particulier, quoi. Donc c'est vrai que la préparation mentale, et moi c'est un peu le message que j'aime bien donner, c'est que la philosophie de la préparation mentale, c'est pas d'appliquer une méthodologie toute faite qu'on calquerait sur tout le monde, mais au contraire, c'est plutôt de co-construire avec les gens une méthodologie qui est faite que pour eux. Bien sûr. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que on voit tellement de méthodologies qui sortent dans des livres, dans tout ce que tu veux, mais la problématique, c'est que ce qui marche pour un ne va pas forcément marcher pour les autres, et que du coup, c'est important d'introspecter un petit peu la personne pour pouvoir comprendre ses mécanismes de fonctionnement pour ensuite identifier des potentiels outils qui pourraient lui correspondre, et ensuite avec ces outils-là, les paramétrer à sa personnalité et à sa manière de fonctionner. Absolument. Ce qui demande beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est même dangereux, en fait, justement, tous ces livres dont tu parlais et toutes ces méthodes dont tu parlais. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est dans le mal, alors je ne parle pas de quelqu'un qui cherche justement à faire évoluer certaines choses. Ça, je pense que des petits conseils un peu orientants, pourquoi pas.
Mais quelqu'un qui est dans le mal et qui a besoin justement de s'en sortir, je pense que faire des injonctions, en fait, ça va créer une culpabilité. Et en fait, c'est complètement contre-productif parce qu'en fait, on va enfoncer la personne. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est dangereux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose avec le roman que je ne voulais pas faire parce que pour moi, c'est l'horreur, en fait. C'est quelque chose qui est plus dangereux qu'autre chose. Et d'ailleurs, juste pour les outils, c'était tellement évident que j'en ai pas parlé, mais effectivement, se faire accompagner, parfois faire une thérapie juste pour pouvoir parler. Pareil, pour la catharsis, il y a des choses qu'on n'ose pas dire en public parce que, encore une fois, hein, la norme sociale, on n'a pas envie de paraître faible, de paraître bizarre, de paraître fou, entre guillemets. Et donc, du coup, ça peut être très pratique d'avoir quelqu'un, un professionnel, une professionnelle à qui parler pour justement sortir les choses qu'on a sur le cœur, qu'on a dans l'esprit et qui font cocotte minute parfois. Oui, complètement. S'adresser à des professionnels de santé spécialisés dans l'accompagnement et qui sont finalement des espaces de parole neutres et qui sont là pour écouter, et pas forcément pour donner des conseils ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que pour écouter, c'est important. Il ne faut pas s'en priver. D'autant que maintenant, en plus, je crois que, par exemple, les consultations chez les psychologues sont en partie remboursées et chez les psychiatres, après, on charge par la sécurité sociale et sa mutuelle. Donc, voilà, quoi. Il faut pas s'en priver si on en a besoin. Exactement. Voilà. Après, le coaching, pour moi, vient ensuite après. C'est-à-dire que de déjà trouver un bon coach ou un bon préparateur mental qui se soit formé, pas en une semaine, mais après une année, 2 années de formation pour accompagner les choses de la manière la plus la plus professionnelle possible et la plus adaptée, et qui viendra co-construire avec des outils complémentaires pour aider les personnes qui en ont besoin, quoi. Et souvent ça aide sur le côté bien-être, mais ça aide aussi sur le côté performance, efficience. Voilà, donc c'est ce qu'on en tout cas qu'on retrouve beaucoup dans le sport de haut niveau, puisque finalement la performance en tout cas la performance c'est un peu pas le mal du siècle, mais un peu, quoi. Je veux dire, on se doit d'être efficient, performant, et très souvent on en oublie le côté bien-être personnel. Donc c'est important de trouver ce juste équilibre. On va parler de confiance. Alors, comment tu as construit ta confiance? Souvent, j'ai des invités qui ont confiance depuis tout petit et qui finalement se posent pas la question. C'est-à-dire que c'est par l'action, ils osent, ils font, et puis ils m'ont dit, ils se sont pas jamais posé cette question-là. Et il y en a qui finalement me disent que au départ, ils n'avaient pas forcément confiance en eux, ils étaient plutôt introvertis, et c'est avec le temps, les expériences réussies, qu'ils ont réussi à bâtir leur confiance, même si parfois, comme ils me disent, c'est une confiance qui peut être spécifique dans certains domaines ou fragile par moment avec le temps. Alors, je comprends très bien ça, ce dernier cas. En fait, pour moi, il y a 2 cas de confiance pour ce qui me concerne. Professionnellement, en fait, j'avais pas confiance en moi pendant longtemps. Je n'ai pas eu confiance en moi pendant longtemps, pardon. En fait, le déclic, ça a été mon précédent boulot, où en fait, comme il fallait, comme je te disais, on était sur des sujets qui étaient compliqués, qu'il fallait arriver à faire comprendre, c'était pas toujours facile. Du coup, en fait, le côté où j'ai été obligé de m'affirmer, j'ai pas eu le choix, concrètement, ça m'a en fait fait un déclic. Et maintenant, je considère, et je l'ai vu aussi dans les entretiens professionnels que j'ai pu passer, je considère aujourd'hui que tant que je sais que mon travail a été fait, j'ai rien à craindre, en fait. Je m'en fiche en fait de ce que les autres pensent, c'est pas mon problème, parce que quand je fais des erreurs, je les reconnais. Et quand je fais pas d'erreur, en fait, je m'attends à ce qu'on me reconnaisse aussi. C'est-à-dire que si on me fait des critiques qui sont injustes, je saurais affirmer le contraire. Enfin, c'est quelque chose qui me touchera pas, en tout cas, qui me touchera pas et qui me mettra pas au 36e dessous. Alors peut-être que sur le moment, c'est pas agréable, ça dépend aussi qui vous le dit. Mais oui, la confiance sera pas trop entamée. Sachant qu'après, il y a toujours ce problème dont je parlais tout à l'heure, qui est le syndrome de l'imposteur et que beaucoup de gens ont, et sur lequel, effectivement, il faut travailler justement pour que cette confiance découverte, entre guillemets, ne s'écharpe pas, ne se brise pas en plusieurs morceaux qui feraient qu'on retombe dans ce syndrome de l'imposteur. Après, il y a une autre forme de confiance qui est le fait de rencontrer des gens lambda, on va dire. Alors, je ne parle pas d'entretien. Les entretiens, c'est vraiment, pareil,
Une confiance qui rejoint un petit peu le côté professionnel dont je parlais. Mais quand on rencontre des gens, je suis quelqu'un de relativement timide et pas très extraverti, on va dire. Donc, c'est toujours un sujet quand je rencontre pour la première fois des gens ou quand je rencontre des gens, que je revois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps ou des choses comme ça. C'est parfois, il y a un petit stress et un petit manque de confiance en me disant comment je vais être. En fait, la peur du regard des autres. Concrètement, alors c'est peut-être aussi un côté un peu narcissique. Faut reconnaître ses torts entre guillemets. Mais oui, il peut y avoir cette petite crainte du regard des autres, de savoir si on fait bonne impression, si on va avoir des choses à dire, si on va nous voir comme intéressant. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on pourrait rechercher chez une personne. On a peur de ne pas l'avoir chez soi, etc. C'est ce genre de choses, en fait, niveau confiance. Et comment tu te positionnes par rapport au droit à l'erreur? Alors ça, c'est difficile pour moi d'en parler pour ce qui me concerne, parce que pour moi, c'est aussi, ça dépend vraiment des cas, et puis ça dépend ça dépend du côté juste en fait de la critique sur l'erreur. Après, je pense que c'est plus intéressant de le dire quand je menais une équipe de 14 bénévoles, c'est-à-dire que en plus c'est difficile parce que les bénévoles, il n'y a pas le côté ils sont salariés, donc on peut leur mettre une forme de pression, mais une pression douce. Je suis quelqu'un qui est pas du tout dans l'agressivité, donc c'est pour ça des fois que je me fais un peu avoir d'ailleurs. Mais en fait, il y a ce côté, on peut faire une erreur. En fait, ce qui est important quand on fait une erreur, en fait, c'est de la comprendre et c'est de chercher quelles sont les méthodes pour en sortir et pour l'éviter à nouveau. Donc ça m'est arrivé aussi. En général, moi, comme je déteste faire des erreurs, quand on me dit que j'ai fait une erreur et qu'elle est justifiée, j'essaie vraiment de la corriger parce que c'est important pour moi. Et puis, encore une fois, quand on est, professionnellement, quand on est attaché au travail d'équipe, on ne veut pas faire des erreurs qui impactent l'ensemble. C'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'éviter. Et donc, du coup, ouais, c'est dans ce sens-là que ce droit à l'erreur, d'accord, mais qu'il faut quand même que ça soit un apprentissage, l'erreur. Après, pour ce qui est des erreurs qu'on peut faire en amitié, ça dépend. Il y a des erreurs qui sont difficiles à rattraper. Il y a des erreurs qui peuvent être rattrapées. Mais toujours la même idée, en fait, c'est d'apprendre de son erreur et d'essayer de corriger ce qui a été fait. Ouais, après, voilà, moi je connais personne qui n'a jamais fait d'erreur, donc forcément, après, c'est tirer profit des erreurs pour pas les renouveler. Mais après, c'est vrai, comme tu disais, en fonction du contexte et de l'importance des enjeux, il y a des erreurs qui peuvent être plus préjudiciables que d'autres. Donc tu m'as parlé un peu du regard des autres. Forcément, je pense que dans le domaine politique, le regard des autres, ça c'est quand même important parce qu'il y a quand même beaucoup de yeux qui sont tournés vers ce qui se passe. Donc forcément après, je pense qu'il faut savoir s'en défaire. Toi, il y a après souvent il y a des invités qui me disent il y a le regard de ceux que je connais et en qui j'ai confiance et qui vont m'apporter de la valeur et le regard des autres que je connais pas et qui ne m'apporteront pas forcément grand chose et qui finalement j'écoute sans écouter quoi. Ah oui, au cas où il y aurait un truc intéressant, mais c'est vrai que le regard des autres, c'est vrai que c'est important. Il y a les regards qui comptent et les regards effectivement dont on peut se ficher, oui, complètement, d'accord. On va parler un peu de l'aspect un peu motivation. Est-ce que tu as des trucs, des astuces qui t'aident à te motiver au quotidien, même quand tu n'as pas envie? Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui me fait me sentir bien, c'est ridicule. Sur Instagram, des vidéos d'un chien particulier qui s'appelle le Malamute d'Alaska. Et en fait, les chiots, quand ils sont très jeunes, ont cette capacité à être extrêmement maladroits. Donc en fait, ils se cassent la figure tout le temps. Mais je sais pas, il y a un côté. Moi, ça me donne la pêche et le moral parce que c'est un peu triste de dire ça pour eux, mais en fait, ils ont l'air tellement de s'en fiche de tomber, ils ont tellement l'habitude
qu'en fait, il y a ce côté cascade et ce côté mignon qui fait que ça me booste. Étrangement, ça me donne du moral. Et c'est vrai que j'ai même testé à des moments où le moral était très bas et ça marche bien, en tout cas. Ça marche bien. Je Ok. conseille des vidéos de Malamute d'Alaska. Et puis sinon, moi, il y a toujours la même chose, hein, la musique. La musique, ça, c'est quelque chose qui me donne une certaine motivation, qui peut me donner une certaine motivation. Et là, c'est une autre utilisation du coup des playlists que j'ai fait. C'est non plus pour faire une catharsis, mais pour récupérer l'émotion que transmet la chose. C'est-à-dire que si je sens que j'ai besoin d'être apaisé, je prends la playlist calme. Si je sens que j'ai besoin d'être très motivé, bah, je vais prendre la playlist l'air entre guillemets ou la playlist furieuse, je sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup, je sais que ça va me booster et que ça va me permettre d'être bien pour ce que j'ai à faire après. On va parler un peu de tout ce qui est en lien avec la pression et le stress. Je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu vis au quotidien. Comment tu fais pour gérer cette pression? Est-ce que tu as est-ce que tu as mis en place des outils, des méthodologies, même si elles te sont propres, pour t'aider à la surmonter? Alors en fait, mon stress, moi, est très interne. J'ai un stress personnel qui est difficile effectivement qui est difficile à combattre. Après, comment j'essaye de le faire, au-delà encore une fois de la musique, il peut y avoir des choses apaisantes. Alors parfois un peu sommaire. Hein, c'est parfois juste de faire un petit match de tennis sur mon téléphone. Ok. Oui, parce que je fais plus de tennis en vrai. D'ailleurs, j'aurais eu besoin d'un coach quand j'en faisais, parce que je m'énervais beaucoup trop facilement. Non, il peut y avoir ça. Après, le stress et la pression au boulot, en fait, j'arrive à ne pas l'extérioriser. C'est quelque chose que je garde pour moi. Puis, qui plus est, dans les 2 boulots que j'ai fait dernièrement, il fallait ne pas le montrer parce qu'il fallait montrer une certaine confiance. Il faut montrer une certaine confiance. Et le stress peut venir d'autres personnes qui, légitimement, sont inquiètes de la façon dont ça se passe. Et donc, en fait, là, ma meilleur outil, c'est l'humour, entre guillemets, le sourire et, euh, et essayer d'apaiser la voix. Parce que les gens, quand ils stressent, en fait, la voix monte. Et donc, leur répondre calmement, ça calme aussi. Et, euh, et c'est un peu, ouais, les méthodes que j'ai, c'est un peu ça pour essayer de calmer une ambiance qui peut parfois être un peu tendue à cause d'un stress légitime, hein, parce que on a toujours surtout en politique, on a toujours des gens qui veulent les choses rapidement, qui veulent que ça se passe bien, qui savent qu'ils vont se faire taper sur les doigts par encore plus haut, j'ose dire. Et donc du coup, on a besoin, voilà, de savoir calmer le jeu. Et dans le métier actuel, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que pour faire mon travail, je suis assis à côté de l'opposition. Donc l'opposition a des yeux sur nous aussi de temps en temps, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, il faut jamais montrer qu'il y a un problème. Donc même quand quand on a un petit stress, on peut avoir la personne qui est à côté de moi qui stresse parce que c'est son texte et je comprends. Hein, c'est vrai que c'est des textes sur lesquels ils peuvent avoir travaillé pendant 2 semaines, donc c'est plusieurs semaines et du coup c'est quelque chose, c'est une sorte d'accomplissement d'arriver au débat. Mais moi, je dois toujours montrer que je suis zen. Donc sourire, parfois même rire. Et c'est ça qui est important. Et donc, du coup, c'est les méthodes que j'ai. Mais tu vois, c'est plus pour calmer le stress des autres que le mien. Même si, du coup, professionnellement, enfin, dans le milieu professionnel, quand on arrive à calmer le stress des autres personnes, étrangement, ça calme aussi le sien un peu. Parce que le stress étant communicatif, si on veut essayer d'éviter de prendre tout ça dans la figure, surtout quand on fait éponge comme moi, arriver à calmer le jeu, c'est bon pour les deux personnes, en fait. C'est bon pour soi-même et pour l'autre personne aussi. Ouais, du coup, si je comprends bien, c'est éviter d'être en effet miroir Mm. et, et deux, essayer de comprendre les besoins du moment de l'autre Mm. pour, on va dire, dédramatiser et rassurer finalement personne. Du coup, ça va amener du coup à une meilleure collaboration, on va dire. Ouais, une meilleure synergie. Et ça passe aussi, alors je ne sais pas si tu vois ça en coaching, mais ça passe aussi beaucoup par le langage corporel, en fait. Le visage, les gestes des mains. Il y a beaucoup de stress aussi qui peut être interprété par ça. Et donc, du coup, vraiment
avoir l'air calme. Il m'arrive d'ailleurs des fois dans l'hémicycle de me balancer sur ma chaise pour montrer que je suis vraiment très à l'aise, ou de m'affaler de me mettre comme ça pour montrer que c'est presque trop facile et que je m'ennuie. Et du coup, en fait, c'est des choses parfois qui peuvent tomber un petit peu dans le cirque, hein, si j'ose dire. Mais bon, je suis pas le seul à tomber dans le cirque dans le milieu politique, donc ça me gêne pas. Et du coup, c'est ça c'est aussi ça qui est amusant en fait dans ce métier, c'est de devoir toujours montrer qu'on est zen alors que l'adrénaline elle est là et et qu'en fait on montre que ça ne nous touche pas, même si ça peut nous toucher intérieurement, mais on est toujours calme. Ouais, je comprends. De toute façon, c'est important de garder, comme tu disais, garder son calme, rester zen. Ça permet en toutes circonstances de pouvoir prendre aussi les meilleures décisions, hein. Absolument. Parce que du coup, il y a cette notion de comment dire, de le fait d'être calme, de pouvoir en tout cas pouvoir prendre en considération tous les éléments pour décider, choisir, en ayant un peu de hauteur. Si on est en colère, trop stressé, on est trop focus sur des éléments qui sont parfois, on va dire, pas forcément si importants que ça, et ça empêche de voir le reste, quoi. Et de bien choisir. On va parler un peu de concentration. Quand tu as des longues sessions de travail, comme ça peut être le cas apparemment, puisque du coup tu peux finir tard la nuit, comment tu fais pour faire tenir ta concentration sur le long terme? Étrangement, c'est pas vraiment un sujet pour moi. J'arrive à me concentrer. En fait, particulièrement dans mon métier actuel, on va dire, quand je sens qu'il y a une baisse de concentration, alors ça va être peut-être un peu contradictoire, mais je me concentre vraiment sur mon boulot. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant dans ce boulot, c'est à la fois ce qu'on a à faire, donc c'est-à-dire s'assurer que la majorité est là et que tout se passe bien, et aussi qui est aussi intéressant, c'est de suivre les débats, en fait. C'est-à-dire que, d'autant qu'en fait, quand on écoute à la télé, vous n'avez pas tout le bruit qui est autour. Moi, je l'ai. Parce qu'en fait, les micros de l'Assemblée sont focalisés sur l'orateur. Donc, du coup, il y a une espèce ils arrivent à faire abstraction au maximum, je dirais à 95% du bruit ambiant. Alors que quand on est à l'intérieur, des fois, on n'entend pas l'orateur qui est au micro, tellement il peut y avoir de l'énervement autour, etc., etc. C'est vrai que de toute façon, c'est des métiers de passion, donc les gens sont sont très motivés et mobilisés quand ils sont dans un débat à l'intérieur de l'hémicycle. Et donc, du coup, en fait, je dirais que la baisse de concentration peut être sur les débats. Donc, en fait, ce qui est secondaire pour moi, c'est-à-dire que moi, je suis pas là c'est pas mon principal. Non, en fait, c'est même pas mon boulot en fait d'écouter. J'écoute seulement quand on va avoir des choses qui peuvent aider dans mon boulot, des positions de vote, des choses comme ça. Et donc, du coup, en fait, je me reconcentre sur mon boulot, c'est-à-dire que je fais des tours d'hémicycle avec les yeux. Et en fait, c'est quelque chose on a tellement besoin d'être focalisé qu'en fait, je retrouve tout de suite enfin, pas la motivation, c'est pas le mot, comment tu disais, la concentration, voilà. Donc, en fait, moi, c'est ça mon petit truc, c'est de me concentrer sur quelque chose. Si je veux généraliser un peu, c'est de me concentrer sur quelque chose qui est presque mécanique pour retrouver la concentration et arriver à me remettre dans l'aspect plus global de mon travail. Et pareil, dans les autres boulots, c'était, par exemple, si je sentais qu'il y avait une petite baisse de concentration et que j'avais mis, par exemple, un Excel de côté, me mettre sur le Excel, parce que je sais que ça serait mécanique, et que du coup, rentrer des données, c'est mécanique, et du coup, ça me remet dans une concentration globale pour le reste. Ouais, je comprends tout à fait. Alors, notre dernière question, avant de clôturer cet épisode, c'est en lien avec la détermination, et très souvent, j'entends, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. C'est une question qui est assez contradictoire et qui est très discutée par l'ensemble de mes invités, entre ceux qui lâchent tout, ceux qui lâchent rien et ceux qui lâchent certaines choses. Toi, tu te positionnerais comment? Je pense qu'il faut savoir lâcher. C'est pas pour ça que j'arrive à le faire.
En fait, c'est deux choses un peu contradictoires, si j'ose dire. Mais je sais pas, il y a des exemples dans la vie, il y a des exemples professionnellement. Par exemple, essayer de, pas comment dire, mais ça m'est arrivé par le passé, essayer de conserver une bonne entente avec un N+1 ou avec un N+2, alors que clairement, cette personne ne veut pas, montre clairement que cette relation, alors que parfois c'est cette personne qui l'a lancée, hein, la relation, mais montre qu'en fait, ce sera pas une relation vraiment sur le même plan d'égalité. Il faut savoir lâcher ça. Dans la vie de tous les jours, il y a aussi, par exemple, parce que moi, je suis quelqu'un qui a un peu pas comment on dit, peur de l'abandon, c'est un peu violent. Mais en gros, j'aime pas perdre des amis. C'est-à-dire que parfois, même s'ils me parlent plus, pour des raisons en plus que je ne connais pas, hein, ça m'est arrivé avec une amie qui m'a plus répondu du jour au lendemain et j'ai pas compris pourquoi, parce que les derniers messages qu'on avait eus c'était juste de l'humour, hein, de sa part en plus. Et en fait, pendant 2 ans, je vais continuer à lui souhaiter bonne année et son anniversaire sans jamais avoir de réponse. Ma femme est différente. Ma femme, en fait, elle essaye une fois. Si elle n'a pas de réponse, 2 fois. Et après, elle lâche l'affaire, en fait, parce que elle me dit, j'ai pas le temps de me battre pour essayer de conserver dans mon entourage des gens qui s'en fichent, en fait. Et c'est vrai que moi, parfois, je peux avoir ce problème-là. Mais j'ai conscience qu'il faut savoir lâcher de temps en temps, mais je n'y arrive pas forcément. Et du coup, effectivement, après, ça peut être pénible parce que ça entraîne en fait une forme de frustration, de mélancolie et de tristesse. Donc, il faut que j'apprenne à savoir lâcher et à faire taire mon empathie intérieure et mes attachements intérieurs, et puis essayer de se concentrer sur soi plutôt que de se concentrer sur les autres. Mais c'est très difficile pour moi, j'ai eu beaucoup de mal. Oui, après, c'est pas évident d'être ghosté et de pas comprendre les raisons pour lesquelles on est ghosté. C'est surtout ça, en fait. Ouais. C'est surtout Ouais. ça. Parce qu'après, une fois qu'on a les raisons, on peut éventuellement comprendre et passer à autre chose. Mais c'est je pense que quand on est en quête de compréhension de beaucoup de choses, ne pas comprendre pourquoi on est ghosté, c'est un peu compliqué, quoi. Il y en a qui sont il y en a qui sont capables de balayer ça d'une main, et puis d'autres qui aiment comprendre qu'est-ce qui fait que, quoi. Parce que du coup, c'est important de s'attacher à, peut-être que ça vient de nous, on a dit une parole blessante, ou peut-être que, du coup, comme on sait pas, du coup, on aurait tendance à mettre notre fort pouvoir imaginatif en action et se faire plein de films, en fait. Et c'est ça le problème. Et souvent se faire du mal parce qu'on se dit ça doit venir de moi, j'ai fait quelque chose, donc mais je le saurais pas, et puis je vais pas harceler la personne pour savoir, c'est pas, enfin, ça sert à rien. Donc mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on peut avoir effectivement faire naître une douleur intérieure qui dit j'ai dû faire quelque chose, c'est pas bien, ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait une erreur, et on n'a jamais la réponse, et du coup on se flagelle tout seul, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, en tout cas, je comprends tout à fait ce que tu as pu vivre. En tout cas, c'est pas simple, c'est pas évident à gérer, effectivement. Ok, écoute, super. On est arrivé à la fin de toutes les questions que je voulais te poser pour le podcast. Traditionnellement, le mot de la fin, je le laisse à mon invité pour parler de quelque chose qu'il a à cœur de partager à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Puis voilà, du coup, en tout cas, je te remercie énormément pour l'ensemble des réponses que tu as pu amener dans ton témoignage. C'était hyper intéressant et je te remercie énormément. Je crois que t'es le premier invité que je reçois qui a une connotation un peu politique, voire beaucoup politique, hein, puisque finalement tu travailles dans cet environnement-là. J'ai jusqu'à présent eu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de sportifs, des métiers divers et variés, des artistes, mais je trouve ça hyper intéressant aussi d'aller dans cet environnement, dans cet univers qu'on connaît pas beaucoup. Et je pense que j'aurais à cœur aussi d'aller découvrir d'autres métiers qui sont en lien avec la politique, parce que je trouve ça hyper intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Voilà, je trouve que c'est un peu la partie
comment dire, enfouis de l'iceberg qu'on voit pas forcément. Et je trouve ça intéressant d'aller voir un peu les métiers de l'ombre, du coup, de la politique. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, en tout cas, un grand merci de ma part. Et écoute, je te laisse la parole pour venir clôturer l'émission. Déjà, merci à toi de m'avoir reçu. C'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, étrangement aussi, quand on parle de mental, on sort des choses de soi-même qu'on s'attend pas forcément. Alors, je vais pas comparer ça à une séance chez le psy, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on est amené par tes questions à justement à creuser des choses qu'on s'attendait pas forcément à avoir en soi ou en tout cas à pouvoir dire. Donc, c'est très intéressant. Après, pour le mot de la fin, j'aurais envie, puisque c'est mon but depuis que j'ai vécu cette expérience, de parler un peu de burn-out. Ça rejoint un peu tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire les questions de confiance, les questions de résilience, de toutes ces choses qu'il faut arriver à trouver et qui ne nécessitent absolument pas d'injonction. Il faut la seule chose qui est importante, c'est d'arriver, de parler autour de soi avec des gens qui peuvent avoir vécu ça, de compiler un peu tout ça et de voir si on arrive à comprendre quelles sont les étapes qu'il ne faut pas franchir, parce que vraiment, si on fait un gros burn-out, même un petit burn-out, j'imagine, on peut avoir un dérèglement physique. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter, parce que c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile. C'est difficile de s'en remettre. On aura toujours autour de soi des gens qui vont faire des injonctions en disant bouge-toi, regarde, la vie est belle, regarde, t'as tout pour réussir autour de toi, t'es marié, t'as un toit au-dessus de la tête, t'as un bon salaire, etc., etc. Et en fait, les gens pensent qu'ils vous motivent, mais en fait, ils vous enfoncent. Et c'est très difficile de leur expliquer ça, parce que ça part vraiment d'une bonne intention, hein, quand je parle de l'entourage. Alors après, comme tu disais, quand ça part de professionnels, c'est parce qu'ils sont mauvais, hein, on va pas se mentir. Et du coup, quand ça part d'une bonne intention, il faut arriver à expliquer ce qu'on vit, et c'est vraiment très difficile parce que comme on le vit justement, on est un peu dans le mal et du coup c'est difficile à sortir. Moi, je sais que c'est en écrivant ce livre que j'ai réussi à faire comprendre à mon entourage, qui m'a beaucoup aidé, notamment dans les relectures, que j'ai réussi à leur faire comprendre en fait ce que je vivais, ce que j'avais vécu sur le plan du burn-out. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que j'arrivais pas à trouver d'autres manières de leur expliquer. Parce qu'après, il y a des questions de génération aussi, hein. C'est vrai je pense que toutes les maladies de stress sont des maladies du 21e siècle, fin 20e, début 21e. Au début 21e, on y est. Donc voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a des générations qui n'ont pas vraiment connu ça, ou en tout cas, qui ont connu ça, mais que c'était des choses qu'il fallait cacher. C'est vrai que quand j'en parle avec ma grand-mère, par exemple, c'est des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui n'existent pas parce que de son temps, il fallait être solide et on montrait rien parce que sinon on mourait. Enfin, pendant la guerre, notamment, c'était des choses qui n'existaient pas, qui ne devaient pas exister. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, les post-traumatiques, ça s'est pas vraiment développé. Il a fallu attendre certaines guerres, d'ailleurs américaines, au Vietnam, etc. C'est plus des choses comme ça qui ont fait développer ce genre de maladies mentales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les maladies qui peuvent être liées au travail et au stress du travail sont des choses qui commencent à se développer, qui commencent à être dites. Alors moi, j'ai un jour, et je pense que d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu me disais sur la confiance, un jour, j'ai réussi à accepter en fait ce que j'étais, ce que j'avais, et du coup à accepter d'en parler autour de moi, même à des collègues. Et parce que j'ai compris qu'en fait, la norme sociale qui disait que je devais en avoir honte était erronée. En fait, j'ai pas à en avoir honte, je me soigne, j'ai aucun problème. Ça m'empêche pas de faire mon boulot, ça m'empêche pas d'avoir une vie sociale normale. Mais il a fallu que je me prenne en main, effectivement, que j'accepte que j'avais ce problème et que j'arrive à me soigner. Et du coup, maintenant, ça va très bien et il n'y a pas de honte à avoir, en fait. C'est surtout ça. Mais c'est toujours facile à dire, c'est pas facile à accepter. Donc voilà, si je devais finir là-dessus, c'est vraiment faites attention au burn-out et n'acceptez pas les injonctions, n'écoutez pas les injonctions parce que c'est culpabilisant et que c'est beaucoup plus dangereux et que ça va vous enfoncer. Par contre, n'hésitez pas à partager avec des gens qui ont vécu ça et de voir comment justement vous pouvez éviter de passer l'étape que eux ont malheureusement franchie et qui les a fait sombrer.
C'est juste ça, en fait. C'est apprendre de l'expérience des autres sans pour autant se faire balader par des injonctions qui sont inutiles parce que les conseils sont propres à chacun et à ce que chacun vit. Oui, complètement. Mais du coup, ce que tu me dis, finalement, c'est bien synthétisé par le titre de ton livre, L'ombre des lumières. Donc, du coup, enfin voilà. En tout cas, c'est super. Je te remercie encore, du coup, énormément pour, du coup, ton témoignage. Et puis, écoute, j'espère que plein de gens auront le loisir d'aller lire ton livre, ce que je vais faire, moi, en tout cas, de mon côté. Et je manquerai pas de te faire un retour, en tout cas, de Avec comment je l'ai perçu et comment j'ai vécu cette lecture. Et je te remercie énormément. Et puis, écoute, je te souhaite même si on est en février, je te souhaite une bonne année 2023. Et puis, Merci à toi aussi. avec on va dire, tous les projets, du coup, qui vont être les tiens. Et puis voilà. Et puis, le sujet des retraites est toujours au débat. Donc, Voilà. je pense qu'on va en entendre parler encore pendant quelques mois. Donc, tu vas avoir du boulot, je crois. En tout cas, merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.